Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Jacques de la direction de la communication du groupe Keolis et je vous souhaite la bienvenue à cette seconde session live menée dans le cadre du Salon Digital European Mobility Expo 2020. Alors cet après-midi, nous allons vous parler de transition énergétique et de comment Keolis accompagne les autorités organisatrices à faire des choix en la matière. J'ai donc le plaisir d'accueillir Bruno Lapéry, notre directeur centre d'excellence bus et énergie alternative. Alors cette intervention est bien sûr interactive, vous pouvez donc poser toutes vos questions dès maintenant, soit via le module à droite de votre écran, soit via la bulle avec le point d'interrogation, et je lui poserai au fur et à mesure de son intervention les questions. Je vous rappelle que vos micros sont éteints. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle session. Bruno, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci Anne-Sophie. Je vais vous proposer pendant une petite demi-heure de me suivre dans la manière dont nous accompagnons nos autorités organisatrices sur leur démarche de transition énergétique avec le point de vue vraiment de l'opérateur de transport qui reste dans la durée sur les projets et qui voit comment tous ces nouveaux systèmes fonctionnent. Alors tout d'abord, un petit rappel. Quels sont les enjeux environnementaux quand on parle de transition énergétique dans les transports? Tout le monde a plus ou moins ça en tête, mais c'est toujours bien de le rappeler. La première chose, sur la gauche ici, c'est on parle de pollution locale, c'est-à-dire qu'est-ce que nos véhicules, bus et cars, autocars essentiellement, émettent directement pendant qu'ils circulent, pendant qu'ils sont exploités. La réponse réglementaire, souvent, c'est à la fois la définition de ce qu'est un véhicule propre, mais aussi la mise en place de zones faibles ou zéro émission, comme ça va d'ailleurs être le cas de manière assez large en France à partir du début de l'année prochaine. Les deux critères d'émission qu'on suit pour avoir une vision de cette pollution locale, ce sont les oxydes d'azote, donc NOx, et puis les microparticules. Le deuxième point de vue, il est plus global et il concerne le dérèglement climatique. Quels sont les effets d'un système de transport dans toutes ses composantes? On y reviendra un petit peu plus tard. Par rapport au bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et cette vision, elle est globale, et en général, ce sont plutôt les AO ou les entités publiques ou les gouvernements qui la portent. Évidemment, quand on parle d'émissions, le critère qu'on va suivre dans ce cas-là, cette vision globale, c'est essentiellement l'oxyde de carbone. Et puis, il y a deux autres enjeux qui sont importants quand on parle d'environnement lié au transport public. Il y a globalement la dépendance aux énergies fossiles, et en France, ça a toute son importance. Il y a des pays où c'est plus relatif. Et la réponse en face, c'est l'utilisation d'énergies renouvelables, et on va y revenir évidemment. Et puis, il y a un quatrième thème auquel on pense finalement moins souvent, mais il est établi que les nuisances sonores sont une vraie pollution, urbaine en tout cas, et ont un effet sur la santé, et que donc, certains modes, évidemment, émettent plus de bruit que d'autres, et donc c'est aussi une réponse par rapport à cette nuisance-là. Vous verrez qu'au fil de la présentation, on va aborder un panel de solutions différentes. On essayera de vous présenter à chaque fois, en fonction de la biographie, des bibliographies qui existent, les performances de réduction d'émissions sur nos trois critères, donc le CO2 global, oxyde d'azote et particules locales, comparé au diesel Euro 6. Alors, deux notions importante quand on parle de transition énergétique, je vais tout faire avancer, dans le domaine des transports, et dont tout le monde a entendu parler, mais avec une vision d'opérateur, c'est évidemment cette dimension horizontale de puits à la roue, c'est-à-dire quel est mon bilan énergétique, mon bilan en termes d'émissions depuis la fabrication d'une ressource énergétique, sa transformation, son transport, jusque la distribution dans le réservoir des véhicules. Et puis, horizontalement, et en fait même dans la globalité, l'analyse du cycle de vie de tous les biens nécessaires à faire le métier d'opérateur. Depuis la fabrication, le transport et évidemment leur recyclage, avec une dimension du recyclage qui devient de plus en plus importante quand on pense aux véhicules électriques à batterie, par exemple. Et cette vision d'opérateur qui finalement est à la croisée de ces deux dimensions, qui dit, voilà, moi, finalement, mon contrat d'opérateur consiste à faire rouler des véhicules pour transporter des gens localement. On se rend compte que
la demande sociétale et donc finalement la demande de nos autorités organisatrices de mobilité nous amène de plus en plus à sortir de ce précaré pour prendre en compte le bilan global du puits à la roue, mais aussi le bilan global de l'analyse du cycle de vie, avec des choses qui sont des fois pas évidentes à mesurer. Et le minimum que nous devons à nos AO qui s'orientent vers une transition énergétique, c'est de les éclairer sur les enjeux qu'il y a au niveau de l'analyse globale du cycle de vie, du choix qu'ils vont faire. On comprendrait par exemple qu'une AO qui veut aller vers l'hydrogène, la moindre des choses, c'est de discuter avec elle avant qu'elle y aille et de lui faire prendre conscience que la manière dont l'hydrogène va être fabriqué et amené jusqu'à sa station a évidemment un impact très important sur l'émission globale du carbone. Alors par rapport à ces enjeux, le groupe Keolis a une posture. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais on y retrouve de manière très succincte une dizaine de modes énergétiques, depuis les biocarburants sur la gauche jusqu'au mode hybride, et puis après les systèmes électriques jusqu'à l'hydrogène à droite, avec un commentaire assez général sur les tendances de marché, les forces et faiblesses, et puis ces niveaux de performance que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux 3 critères d'émission, que sont les microparticules, les oxydes d'azote et le CO2, comparés au diesel. Puis en bas, une idée de l'ordre de coût comparé au diesel, toujours du coût total de possession sur 15 ans, j'y reviendrai. La posture de Keolis, finalement, elle consiste vraiment à accompagner nos clients dans cette démarche. Comme vous le savez, Keolis est un exploitant qui est indépendant de tout constructeur, de tout industriel, de tout fournisseur même d'énergie. Et donc, nous sommes totalement agnostiques dans le choix d'un mode énergétique. Il y a toute une panoplie qui existe, je vais y revenir assez largement. Et notre posture consiste à dire on va vous aider à faire le meilleur choix, celui qui est le plus adapté à la situation de votre réseau, à vos ambitions de politique environnementale, etc., etc. Et cet accompagnement, il se fait par une approche systémique. Alors une approche systémique, c'est un peu un grand mot, mais ça consiste globalement à mettre les choses dans l'ordre. Et bien souvent, l'acquisition, le choix d'un type de véhicule, qu'il soit biocarburant, bio-GNV, électrique ou hydrogène, électrique sur batterie ou hydrogène, doit être la dernière étape, la dernière démarche de tout un processus avant qui consiste à tenir compte de l'état du réseau, de l'état de la flotte, d'un plan de migration et d'investissement éventuel, de l'état des dépôts, combien y en a-t-il, est-ce que c'est facile de les transformer en GNV ou en électrique par exemple, des ressources disponibles sur le territoire, en hydrogène, en biocarburant, en biogaz, des enjeux de maintenance, mais aussi évidemment de ce que veut faire là-haut. Quelle est sa politique de qualité de l'air? À quelle réglementation est-elle soumise? Qu'est-ce qu'elle peut se payer? Voilà. Qu'est-ce qui est raisonnable sur le plan budgétaire? Quels sont les technos disponibles et réellement matures? Quel niveau de subvention peut-il avoir? Et c'est quand on a mis tout ça ensemble qu'on arrive à une conclusion qui consiste à dire OK, on va acheter tel type de véhicule pour faire tel type de service. Et cette démarche systémique qui consiste à bien analyser ce qu'on veut faire, où on veut aller, elle est particulièrement importante parce que quand on met le doigt dans un changement de mode énergétique, notamment pour l'électrique sur batterie, en fait, c'est un très très profond bouleversement. Il faut modifier la construction de l'offre de services, il faut complètement changer les dépôts, les ateliers de maintenance, il faut avoir des stratégies de mutualisation d'accès à l'énergie, il faut former les conducteurs à l'éco-conduite, encore plus qu'avant, et puis il y a une intensité capitalistique qui est telle qu'il faut souvent changer le mode de financement aussi. Alors, si j'en viens aux enjeux plus opérationnels, je l'évoquais tout à l'heure, il y a, en fait, on est agnostique et il y a beaucoup de solutions possibles. Depuis les carburants fossiles que tout le monde connaît sur la gauche, la famille des biocarburants, qu'ils soient liquides ou gazeux, les hybridations qui mettent deux chaînes de traction dans un même véhicule, et puis la famille de tous les véhicules électriques sur batterie ou avec une connexion avec une ligne aérienne de contact, et recharge de dépôt ou en ligne. Voilà. Et enfin, l'hydrogène. Et pour chacune de ces solutions, il y a plein de critères qu'il faut regarder. Et évidemment, c'est ce qui explique que c'est une démarche systémique. Si je m'arrête 5 minutes sur les biocarburants, c'est une solution qui est finalement en assez fort développement en France aujourd'hui.
avec deux grandes familles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout ce qui s'apparente à l'essence et tout ce qui s'apparente au gazole. En France, les deux plus connus, c'est le B100 et le HVO. Le D95 est un peu en perte de vitesse. Du point de vue de l'exploitant, c'est une solution extrêmement facile. On recycle du carbone issu de la biomasse, qu'on rebrûle après sous forme de carburant. Donc le bilan en termes de CO2 est finalement assez avantageux, très marqué. Et puis on a la même souplesse d'utilisation que le diesel. Donc pour quelqu'un qui aujourd'hui opère du diesel, c'est ce qu'il y a de plus facile et c'est souvent considéré comme une solution de transition, un premier pas vers une transition énergétique. Évidemment, si je mets le ED95 de côté, sur HVO et B100, qui sont les deux biocarburants les plus connus aujourd'hui en France, le bilan en termes de réduction d'émissions locales est assez modeste. Alors Bruno, je me permets de t'interrompre. Tout à l'heure, sur une de tes slides, tu avais un picto avec un trolleybus et on a justement une question concernant ça, donc de Thomas Raimondo d'Orléans, qui te demande comment convaincre de la pertinence du trolleybus dans la transition énergétique. Puisqu'il est lyonnais par sa mère et limougeot par sa famille paternelle, il connaît par cœur ce mode de transport et ne comprend pas son rejet en France, alors qu'ailleurs en Europe, il fait fureur. La Suisse, l'Autriche, l'Ukraine, la Russie, la Hongrie, la Roumanie. Et je suis loin d'être le seul. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors c'est une excellente question. D'un point de vue performantiel, que ce soit environnemental ou même en termes d'exploitation et de bilan global, c'est une solution qui est extrêmement intéressante et attrayante. Vraiment zéro émission. Le problème, c'est la présence de lignes aériennes de contact ou pas dans une ville. C'est une infrastructure qui est coûteuse. Il n'y a pas que la LAC, il y a toutes les sous-stations qu'il faut faire, qui est coûteuse sur un plan financier, qui est coûteuse sur un plan environnement visuel. Voilà. Et dans des villes où il n'y a pas de lac, historiquement, c'est en général effectivement très difficile de développer des trolley. Merci Bruno. Je te laisse continuer. BioGNV, une solution qui est maintenant extrêmement répandue et qui se développe très très fortement en France. Donc le principe, je pense que tout le monde le connaît à peu près, à partir de déchets, qu'ils soient urbains ou agricoles, on produit du méthane. Et puis après, avec un système d'opération, ce méthane est injecté dans le réseau de gaz naturel. C'est la même molécule que le gaz naturel fossile, évidemment. Et puis distribué dans des véhicules spécialisés. Des gros avantages quand on parle du point de vue de l'exploitant, c'est que c'est une solution qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Le prix de l'énergie est très bas. On est sur un coût total de possession TCO en anglais qui est équivalent sur une durée de vie des véhicules à celle du diesel. Bon, qui a quelques inconvénients, c'est qu'il faut investir dans des stations d'avitaillement, qu'on est en atmosphère explosive dans les dépôts et que ça change la maintenance. On a des performances qui sont vraiment intéressantes en termes d'émissions. Sur le biométhane, il y a, comme je disais, chez Keolis, c'est une technologie, on a plus de 1500 bus qui marchent au biométhane depuis très longtemps. À noter, on a mis en service l'an dernier un cas intéressant, c'est la filiale Drôme-Ardèche, où ce sont des autocars qui fonctionnent au biométhane, et c'est un peu nouveau en France, pour des services interurbains. Je passe rapidement sur les hybrides. Il y a les full hybrides qui donc permettent de switcher sur un moteur thermique ou sur un moteur électrique avec un mode zéro émission, voilà, avec des réductions qui sont assez modeste en termes d'émissions, une solution qui est en forte perte de vitesse dans le monde des bus aujourd'hui, parce qu'elle est très coûteuse. Il y a deux systèmes, des full systèmes qui sont dans un même véhicule et ça coûte très cher en achat et en maintenance. Le mild hybride, beaucoup plus léger. On a juste un système d'assistance au démarrage ou à l'accélération avec un petit moteur électrique couplé à un moteur thermique, un système de stockage d'énergie et puis de récupération de l'énergie au freinage. Pareil, des performances modestes par rapport au diesel en termes de réduction. Performances qui sont beaucoup plus intéressantes si évidemment on l'ajoute avec un biocarburant dans le moteur thermique. Au passage, il est probable que dans le changement du décret d'application de la loi de transition énergétique en France, qui est en cours de rédaction, les moteurs hybrides alimentés avec un biocarburant passent en catégorie 1, pour ceux qui connaissent le sujet, en catégorie 1 des véhicules faible émission. Alors,
Bruno, concernant le biométhane, j'ai Patrick Jean-Charles de SMT Guadeloupe qui me dit qu'il semble souffrir d'un problème de stabilité. Qu'en penses-tu? Le biométhane lui-même? Oui. Alors, il peut y avoir des sujets d'épuration ou de nettoyage du biométhane pour en faire du méthane plus pur, voilà, effectivement. À ma connaissance, en tout cas dans les réseaux Keolis, ça n'a pas vraiment généré de problèmes très importants. Mais il faut prêter une grande attention à cette épuration du biométhane, effectivement, avant qu'il soit mélangé ou pas, d'ailleurs, au méthane fossile. Et du coup, comment envisager cette solution pour les territoires des DOM? Je ne vois pas de spécificité par rapport aux DOM. Du moment qu'il y a, par exemple, une activité agricole, et dans les DOM, c'est pas ce qui manque. Hein, si je pense à la canne à sucre, par exemple, ou autre chose, qu'elle génère des déchets et qu'il y a l'organisation d'une filière de méthanisation des déchets agricoles, par exemple, mais ça marche aussi avec les déchets urbains. Il n'y a pas de raison que cette filière-là se structure différemment dans un dom-tom qu'en métropole. Enfin, je ne vois pas de spécificité particulière. À ma connaissance, il n'y a pas de problème lié au climat ou à la température non plus, mais là, on arrive aux limites de ma connaissance. Merci Bruno. Alors, juste une petite dernière question, tant qu'on y est. Donc, Adrien Folacci, concernant les analyses TCO, les analyses présentées sont-elles fondées sur des données Keolis ou bien sur des analyses externes? Les deux, Adrien. On a un outil, on a un simulateur de Total Cost of Ownership, donc du coût total de possession, qui je vous présenterai à la fin brièvement, en tout cas un résultat, qui tient compte de données qu'on a recueillies auprès de partenaires, de constructeurs, d'installateurs, et puis de données notamment liées au coût d'exploitation, qui sont internes à Keolis et qu'on met à jour très très régulièrement. Merci Bruno. Je t'en prie, continue. On continue vers la droite, vers le vert en tout cas, avec les véhicules électriques sur batterie. Il y a plein de solutions possibles. Ce qu'on peut retenir, et je pense que vous le savez déjà, c'est qu'un véhicule électrique sur batterie tout seul n'existe pas. Il n'existe que parce qu'il est relié à une infrastructure de rechargement. Et tout ça fonctionne d'un système qui doit constitue un système qui doit fonctionner de manière cohérente. Alors, il y a plein de solutions possibles, hein, depuis la recharge uniquement lente au dépôt, la recharge à tous les arrêts, la recharge à la fois au dépôt et au terminus, et ça aura des conséquences sur le choix technologique des véhicules, sur son autonomie, et aussi, au passage d'ailleurs, sur la quantité de batterie qu'ils vont devoir emporter. Plus un bus ou un véhicule aura besoin d'autonomie, c'est-à-dire moins souvent on va le recharger, plus il devra emporter de batterie à bord. Et dans certains cas, on peut arriver à certaines situations limites où on va transporter beaucoup plus de poids de batterie que de poids de passager, par exemple. C'est ce genre de critères qu'on regarde en général quand on met en place ces systèmes-là. Donc c'est un véhicule sur une infrastructure, qui est une infrastructure physique, mais aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur une infrastructure IT. Tous les softwares, tous les logiciels de monitoring, d'assistance à l'exploitation, les SAE, sur les bus électriques sont extrêmement importants et permettent d'optimiser une exploitation, la taille d'une flotte, d'optimiser aussi la taille des infrastructures de rechargement, et c'est une valeur extrêmement importante pour diminuer l'intensité capitalistique des projets que j'évoquais tout à l'heure. Bon, les avantages, évidemment, c'est du zéro émission, le véhicule est silencieux, il y a un très grand confort d'usage, et en général, les usagers sont extrêmement satisfaits d'utiliser un bus électrique ou un autocar, puisqu'on commence à en avoir en France aujourd'hui. Les inconvénients, évidemment, c'est l'autonomie limitée, confère cette notion systémique. Chez Keolis, on considère aujourd'hui qu'au-delà de 200-250 km d'autonomie nécessaire pour assurer un service, il faut regarder de plus près ce qui se passe. Alors ça, c'est en train d'augmenter avec l'augmentation de la capacité des batteries, mais aujourd'hui, c'est un peu la limite qu'on a. Le temps de recharge peut être très variable, il y a une question de durée de vie des batteries, et du poids dans le fameux TCO du remplacement des batteries, dont la durée de vie est à peu près de moitié de celle des véhicules. Voilà, au bout de 7-8 ans, il faut remplacer une batterie. Aujourd'hui, un pack de batterie d'autobus, ça coûte entre 100 et 120 000 euros, c'est-à-dire un tiers du prix du véhicule.
Évidemment, en termes d'émissions, on est ouvert, à condition que l'électricité soit décarbonée pour la vision globale. Alors chez Keolis, en fin d'année, on va exploiter à peu près 600 véhicules électriques dans nos filiales. Les deux plus visibles aujourd'hui, c'est Heidelberg aux Pays-Bas, où on a mis hier en service 259 bus électriques. De ce que j'en sais, ça s'est bien passé. C'est la plus grande flotte de véhicules électriques d'Europe. Il y a, je crois, 117 ou 111 points de rechargement. Ça vous donne une idée de l'échelle de cette flotte-là. Et puis, la semaine dernière, ou il y a plutôt 10 jours, on a mis en service à Bergen plus d'une centaine, pareil, de bus électriques qui, eux, sont tous rechargés en un seul et même dépôt. Je finis par l'extrême droite de mon tableau avec les véhicules électriques sur pile à combustible. Maintenant, tout le monde a en tête comment fonctionne un système hydrogène, comment on le fabrique. C'est cet hydrogène qui d'ailleurs n'est pas encore considéré comme un carburant en France. Ce qu'on peut avoir en tête, c'est qu'un véhicule à hydrogène, c'est un tandem entre une batterie, un pack de batterie et une pile à combustible. Et qu'il existe grosso modo deux sortes, d'ailleurs c'est le cas sur le marché en France aujourd'hui, deux sortes de véhicules à hydrogène. Il y a ceux qui ont une grosse pile à combustible et donc une petite batterie. Puis à l'inverse, il y a ceux qui ont une grosse batterie et une petite pile à combustible. Les Safra sont plutôt dans la catégorie petite pile à combustible. Les Vanol qu'on fait tourner aujourd'hui à Pau, par exemple, ont plutôt une grosse pile à combustible. Donc c'est un tandem entre les deux, et on comprend que l'autonomie vient de ce travail à deux entre une pile à combustible et un pack de batterie. En termes d'exploitants, avec la vision d'exploitant, potentiellement c'est une solution universelle. On a une vraie flexibilité d'usage, comme c'est le cas pour le diesel, une autonomie qui va au-delà de 300 km, et c'est avéré aujourd'hui sur les réseaux qu'on opère. Un temps d'avitaillement qui, au moins en théorie, est proche de celui du GNV. Dans la réalité, on se rend compte que si la station n'est pas vraiment dimensionnée pour des véhicules lourds, c'est quand même une limite dans le déploiement du système. Pour les inconvénients, évidemment, c'est que le TCO est extrêmement élevé. On est sur 2 fois, voire 3 fois celui du diesel. Ça dépend des configurations de projet. Donc c'est une techno qui est connue, mais aujourd'hui encore en développement, avec tous les risques que cela comporte. Et puis, il y a une limite au déploiement des systèmes hydrogène qui est très concrète, c'est qu'au-delà de 5 tonnes de stockage d'hydrogène, qui correspond peu ou prou à 50 bus, on passe en installation classée Céveso, avec une instruction extrêmement lourde du dossier du point de vue des risques, et en fait très peu de chances d'arriver à avoir une autorisation de construire un tel dépôt, pour peu que la zone soit un peu urbanisée. Et en général, là où on met des véhicules de transport collectif, c'est parce que c'est urbanisé, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un gros frein au déploiement. Je l'évoquais tout à l'heure, l'hydrogène, d'un point de vue réglementaire, n'est pas encore considéré comme un carburant, il n'est pas taxé comme un carburant. Et une des conséquences, c'est que toute la réglementation, y compris de sécurité, n'a pas été développée pour le domaine des transports, elle a été développée pour le domaine industriel. Voilà. On hérite un peu de tout ça, et c'est aussi un des facteurs de limitation de l'hydrogène, du développement de l'hydrogène aujourd'hui. Chez Keolis, on exploite une quinzaine de bus à hydrogène, en France et aux Pays-Bas. Voilà. Le réseau le plus significatif, c'est celui de Pau, hein, avec 8 BHNS Vanol, qu'on exploite depuis 1 an aujourd'hui, et surtout qui est doté de sa propre station avec électrolyseur, fabrication d'hydrogène, compression, distribution, qui est un réseau, enfin c'est un système qui connaît tout système en phase de démarrage, qui connaît des aventures, mais qui globalement fonctionne, et les véhicules sont vraiment au rendez-vous en termes de performance et d'autonomie. Depuis cet été, on a 4 bus à Versailles, et puis un au Mans. Et enfin, on a exploité pendant 2 ans 2 bus d'origine polonaise à Veluf, dans notre filiale des Pays-Bas. On évoquait tout à l'heure, le TCO. Voilà un exemple de ce que peut donner cette analyse du coût de possession sur une hypothèse de 15 ans pour une flotte d'une quinzaine de véhicules.
Et on voit bien la différence entre le diesel en bas et toute une panoplie de différents modes énergétiques sur lesquels que j'ai abordé rapidement cet après-midi, avec, comme je l'ai expliqué, pour l'hydrogène, plus du double, voire vraiment beaucoup plus que le double en coût total de possession. Et on voit par exemple sur l'électrique le poids de l'achat des véhicules, le poids de l'infrastructure, le poids de la consommation. Donc l'électricité, c'est pas cher hein, comparé au diesel, hein, pour un nombre de kilomètres comparable. Le poids de la maintenance des véhicules. Et puis là, sur 15 ans, comme il va falloir remplacer le pack de batterie à mi-vie, le poids très important du coût du remplacement du pack de batterie, par exemple. Voilà. Donc cet outil, il est paramétré en fonction de la connaissance du groupe Keolis, de toutes ses filiales dans le monde. Il est adapté aussi suivant les pays et les contextes locaux. Et il nous sert à, comme je l'ai évoqué au début, à accompagner nos AO dans leur démarche de transition énergétique, puisque c'est notre posture qui consiste à dire on n'a pas de choix prédéterminé, on fait partager notre expérience de tous les modes qui existent aujourd'hui pour aider nos AO à faire le meilleur choix et in fine à acheter la meilleure infrastructure, la meilleure technologie, le meilleur véhicule pour le service qu'ils veulent fournir. Voilà, alors, je vous remercie de votre attention. Merci Bruno. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, on a encore quelques petites minutes. Là j'ai une première question. Quelle est la correspondance pour le biométhane avant d'être classé Céveso? Et je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un classement Céveso. Il y en a probablement un, mais je ne connais pas la quantité. Les seuils sont beaucoup plus élevés pour les seuils d'autorisation, de déclaration d'autorisation. Je ne les ai pas en tête là, je suis désolé. Je ne le connais pas pour Céveso. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont beaucoup plus élevés, hein, les seuils, hein, c'est sûr. Merci Bruno. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de terminer la conférence? On a beaucoup de monde connecté, hein, mais manifestement tu es très clair puisque nous n'avons pas énormément de questions. Voilà, le récapitulatif, c'est ça, c'est-à-dire en termes de performance, de réduction par rapport au diesel, c'est toutes les solutions qu'on a balayées aujourd'hui. Encore une fois, c'est dommage de commencer en disant je vais acheter des véhicules électriques et puis je vais voir ce que je vais en faire. Voilà. Il y a plein de questions à se poser avant et cette vision de l'exploitant mainteneur que nous sommes permet vraiment d'éclairer une décision. Alors une question vient d'arriver, donc le TOC pour les AOT est plus important dans le cas des énergies renouvelables? Ah, globalement oui. Globalement, oui. Ça dépend ce qu'on appelle énergie renouvelable. Mais par exemple, si je prends la différence entre du GNV et du bio-GNV, voilà, on voit bien la différence. Il faut considérer que le bio-GNV est renouvelable par rapport au GNV. Si on considère que l'électricité est une énergie renouvelable, ce qui peut être discutable, et en tout cas l'électrique sur batterie, aujourd'hui c'est clair, oui, un TCO plus élevé. Ce qu'on pense à Keolis, c'est que ça va finir par converger, c'est-à-dire que le prix des véhicules à énergie alternative va finir par baisser puisque les séries augmentent, donc ça va être mécanique. Le prix des énergies bio-GNV, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas l'hydrogène va sûrement baisser assez rapidement dans les années qui viennent. Et peut-être qu'un jour, on peut rêver, le prix du diesel va augmenter, en payant réellement la trace carbone qu'il génère. Et donc tout ça va converger, et finalement, le critère TCO, je ne sais pas, dans 10 ans, peut-être sera peut-être derrière nous. Donc le choix, ça sera quelle est la politique de qualité de l'air dans une ville, c'est possible. Il parlait bien des types hydrogène. Oui, d'accord, hydrogène. Voilà. Oui, on pressent en tout cas, c'est ce qu'annoncent les industriels, c'est ce qu'annoncent des associations comme France Hydrogène, hein, qui font référence en la matière. On pressent une baisse assez drastique, même dans les 5 ans qui viennent, du TCO, des solutions hydrogène. Combien, je ne sais pas vous dire, mais drastique. Alors, merci Bruno. Alors, j'ai 2 autres questions. Alors, la première, sur l'impact environnemental de la phase de production des batteries.
Oui. Extraction, est-ce très polluant? Alors, je vais faire une réponse en demi-teinte. On suspecte que oui, mais c'est très difficile de le savoir réellement. Aujourd'hui, 95%, peut-être plus, des batteries sont fabriquées en Asie, dans des pays sur lesquels on n'a pas forcément de visibilité, mais on se doute que les ressources nécessaires pour fabriquer les batteries peuvent induire des comportements compliqués sur le plan sociétal, sur le plan environnemental. Aujourd'hui, on est très peu interrogé sur ces sujets-là, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, inéluctablement, on va finir par nous demander des comptes sur l'analyse du cycle de vie complet des assets, donc notamment les batteries, fabrication et puis le recyclage derrière. Je pense qu'on va arriver sur les batteries à des certificats de garantie d'origine. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux, et je pense que ça ne va pas tarder. Donc, des garanties d'origine comme on l'a aujourd'hui sur le GNV ou sur l'électricité. Donc, on aura, j'espère, une traçabilité, comme pour les produits bio, exactement pareil, les produits équitables. Et je pense que ça va venir parce que les AO, et donc nous, qui sommes clients des AO et leurs partenaires, on ne peut pas rester à côté de ce débat-là, c'est pas possible. On ne peut pas se cacher les yeux en disant je vais faire de la batterie à tout crin, mais je ne sais pas d'où vient la batterie, et je ne sais pas ce que j'en ferai quand au bout de 5 ans, elles ne seront plus utilisables pour les transports. Ouais. On commence à avoir des idées pour leur deuxième vie, ça oui, y compris chez Keolis, pour les utiliser en stockage passif d'énergie dans les dépôts par exemple, puis pour recharger les bus après. Mais cette question-là, elle est devant nous et je prends le pari que ça va être un des gros sujets de l'année prochaine. Et justement, pour influencer les autorités organisatrices sur leur choix de véhicules, cela se fait-il très en amont des RAO? Alors d'abord, on ne les influence pas, on les éclaire sur leur choix, ce qui n'est pas pareil. On n'a rien à vendre, on n'a pas de véhicule à vendre. On leur dit, voilà, si vous prenez telle décision, ça a telle et telle conséquence. Pour vous et pour nous, accessoirement, qui sommes là à vos côtés pour 5, 8 ou 10 ans. Oui, ça se fait en amont des réponses à appel d'offres. C'est d'ailleurs un des travaux qu'on fait au quotidien sur le centre d'expertise du groupe, en France comme à l'international. Ça se fait, il faut que le choix soit fait plus d'un an avant la sortie d'un appel d'offres, ça c'est clair. Ça dépend de la taille des collectivités. Merci beaucoup Bruno. Alors, dernière question, utilisez-vous de la régénération électrique au freinage? Oui. C'est même une composante fondamentale de la simulation des consommations électriques des bus, puisque nous avons créé notre propre simulateur, un outil interne au groupe, qui donc simule ce comportement dynamique des bus et qui prend en compte l'énergie de freinage. C'est très important, c'est la régénération, ça monte jusqu'à 15%, ça peut monter jusqu'à 15% en fonction des freinages et accélérations de la ligne. Ce qu'on sait aussi, c'est que d'un conducteur à l'autre, la consommation peut varier de 15 à 20% en fonction de son habileté, de sa formation à la conduite de véhicules électriques. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cette présentation qui est très claire et qui, je pense, a apporté beaucoup d'éclairage en matière de transition énergétique. Merci beaucoup, vous avez été très nombreux à nous suivre cet après-midi et à très bientôt pour de nouveaux éclairages Keolis. Merci Anne-Sophie. Au revoir. Au revoir.